Un hurlement déchirant fendit le silence sacré de la villa, faisant trembler les cristaux du lustre dans le salon principal. Ce n'était pas un caprice d'enfant, mais le cri pur et primitif de la terreur absolue. Au centre de la pièce, le petit Léo, âgé de seulement 4 ans, reculait comme s'il avait vu un fantôme, les yeux écarquillés et les mains tendues pour se protéger d'une jeune fille magnifique et impeccable qui cherchait simplement à le caresser. La nounou parfaite, avec son uniforme, amidonné et son sourire professionnel désormais fissuré par la panique, resta pétrifié. Alessandro Moretti, le père, passa une main dans ses cheveux gris, sentant le poids de l'échec lui écraser la poitrine pour la énième fois. Une autre professionnelle rejetée, un autre désastre émotionnel dans cette maison qui semblait maudite. Mais alors, le miracle quotidien se produisit, la seule raison pour laquelle cette famille ne s'était pas encore effondrée. La porte de la cuisine s'ouvrit et Sofia, Rixi, la gouvernante de 60 ans aux mains rugueuses, marquée par le travail et au tablier qui sentait le plat mijoté et le savon de Marseille, entra dans la pièce. Elle ne courut pas, elle n'éleva pas la voix. Elle se contenta de s'agenouiller à distance, ouvrant les bras sans envahir l'espace de l'enfant. Léo, qui un instant plus tôt semblait possédé par la peur, courut vers elle, enfouissant son visage dans sa poitrine large et accueillante. La respiration de l'enfant se calma instantanément, se synchronisant avec celle de la vieille dame. Aucun diplôme de pédagogie ne pouvait rivaliser avec cette chaleur humaine. Avant de vous révéler comment cette femme humble découvrira une vérité que la police a ignorée pendant des années, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires depuis quelle ville de France ou du monde vous écoutez cette histoire. Votre présence est fondamentale pour nous. Alessandro observait la scène avec un mélange de soulagement et de frustration, ajustant le nœud de sa cravate en soie, une armure qu'il utilisait pour affronter le monde. En tant que diplomate de haut niveau, il était habitué à négocier des paix impossibles entre nations en guerre, et pourtant il se sentait impuissant face au refus obstiné de son fils envers toute figure maternelle de substitution. Il regarda la nounou, une fille de la prestigieuse agence Ange Gardien, et fit un signe sec vers la porte. « Je vous paierai la journée, mademoiselle, mais partez, tout de suite. » Sa voix était ferme, mais ses yeux trahissaient une fatigue infinie. Il ne comprenait pas ce qui clochait. Il croyait que le deuil avait brisé l'esprit de son enfant, sans imaginer que le danger était bien plus tangible. C'était la 5e fille en 2 semaines, toutes écartées avec la même violence inexplicable. Elle semblait sortie d'un magazine, jeune, qualifiée, polie et avec des références qui coûtaient une fortune. Et pourtant, chaque fois que l'une d'elles franchissait le seuil et tentait un contact physique avec Léo, l'enfant réagissait comme s'il avait été brûlé par le feu. Alessandro était convaincu qu'il s'agissait d'un traumatisme psychologique, un blocage émotionnel lié à la mort de sa mère. Il ne remarquait pas cependant un détail glaçant. Léo ne pleurait pas quand il les voyait, mais commençait à hurler seulement lorsqu'elles s'approchaient assez pour que leur présence se fasse sentir dans l'air. Un secret invisible flottait juste sous le nez du diplomate. Pendant que la nounou rassemblait ses affaires, humiliée, Alessandro prit le téléphone pour appeler la directrice de l'agence, le docteur Bianchi. La voix de la femme à l'autre bout du fil était d'une politesse glaciale, chirurgicale. « Je suis immensément désolée, monsieur Moretti, » dit-elle, sur un ton qui n'admettait aucune réplique. « Nos filles sont l'élite absolue. Peut-être que le problème, permettez-moi de le dire, réside dans la gestion émotionnelle du petit Léo. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une candidate spéciale pour demain. » Alessandro accepta, désespéré, sans voir le sourire prédateur que la femme devait avoir de l'autre côté du combiné. Bianchi n'envoyait pas des nounous, elle envoyait les produits d'une expérience inhumaine. Sofia, pendant ce temps, berçait Léo dans la cuisine, lui offrant un biscuit fait maison. Ses yeux attentifs, habitués à repérer la poussière dans les coins les plus cachés, virent quelque chose qui lui donna la chair de poule. Léo ne faisait pas que manger. Il frottait son nez contre la manche du pull de Sofia, inspirant profondément, comme s'il cherchait de l'oxygène après avoir été sous l'eau. Puis, l'enfant regarda ses propres mains, celles que la nounou avait effleurées, et courut à l'évier, demandant à les laver d'urgence. « Enlève, ça pue !» cria le petit. Sofia fronça les sourcils. La nounou sentait la lavande de luxe. De quoi parlait l'enfant? Ce soir-là, en rangeant le salon, Sofia trouva une écharpe oubliée par la fille de l'agence Ange Gardien. Elle l'approcha de son visage pour la plier.
s'attendant au parfum doux habituel. Au lieu de cela, ses narines furent frappées par une odeur subtile mais persistante, cachée sous la fragrance florale. C'était une odeur âcre, métallique, clinique. Elle lui rappela l'hôpital où son mari avait passé ses derniers jours, une odeur de désinfectant agressif qui brûlait la gorge. Sophia sentit un frisson le long de son dos. Cette odeur n'appartenait ni à une maison, ni à une personne vivante. Cette écharpe était la première preuve d'un crime silencieux qui empoisonnait la vie du petit Léo. Alessandro entra dans le salon, se versant un verre de whisky, ignorant complètement la gouvernante et son expression troublée. « Demain arrivera la meilleure, Sophia. Le docteur Bianchi m'a assuré que celle-ci a une méthode infaillible, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Sophia serra l'écharpe entre ses mains rugueuses, la cachant dans la poche de son tablier. Elle savait que parler maintenant serait inutile. Le patron se fiait aux titres et aux uniformes, pas à l'instinct d'une vieille domestique. Mais elle avait vu la terreur dans les yeux de Léo, et maintenant, elle avait senti l'odeur de la peur. Alors qu'Alessandro éteignait les lumières, convaincu d'avoir résolu le problème avec de l'argent, Sophia resta éveillée dans le noir de sa chambrette. Elle regarda par la fenêtre vers les lumières de la ville, sentant grandir en elle une détermination d'acier. Elle ne permettrait pas qu'une autre de ces poupées de plastique touche à son Léo. Si le père était aveugle face à la vérité, ce serait elle qui lui ouvrirait les yeux, même au prix de son travail. La guerre pour le salut de cet enfant venait de commencer et l'ennemi avait un nom élégant et un cœur de glace. Si ce début vous a intrigué et que vous voulez soutenir notre histoire, laissez un j'aime à cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Continuons. Le lendemain matin, la villa se réveilla sous une chape de tension palpable, comme si l'air lui-même était chargé d'électricité statique. La super nounou, promise par le docteur Bianchi, arriva ponctuelle comme une horloge suisse. Elle s'appelait Elena, une jeune femme d'une beauté glaciale, les cheveux tirés en un chignon si serré qu'il en paraissait douloureux. Son sourire était parfait, étudié devant le miroir, mais manquait de toute chaleur humaine. En entrant, elle apporta avec elle une bouffée de parfum floral excessif, presque suffocant, conçu pour couvrir quelque chose de bien moins agréable. Sophia, l'observant depuis la cuisine, sentit de nouveau ce picotement dans le nez, un signal d'alarme ancestrale qui lui criait de protéger le petit de la meute. Alessandro accueillit Elena comme si elle était une sauveuse descendue du ciel, ignorant complètement le regard inquiet de sa vieille gouvernante. Il le guida la nouvelle venue vers la salle de jeu, où Léo construisait une tour de blocs colorés, ignorant le danger imminent. « Léo, regarde qui est venu jouer avec toi », dit Alessandro d'une voix faussement joyeuse. L'enfant leva les yeux et son sourire s'éteignit instantanément. Ses narines se dilatèrent. Dès qu'Elena fit un pas en avant, tendant ses mains parfaitement manucurées vers lui, Léo ne se contenta pas de reculer. Il se jeta contre le mur, se griffant le visage avec ses ongles dans une crise de panique pure, hurlant comme si la jeune fille avait des couteaux à la place des doigts. Le chaos explosa dans la pièce. Alessandro courut pour arrêter les mains de son fils, qui saignait à cause des griffures auto-infligées, tandis qu'Elena restait immobile, feignant un choc théâtral. « Monsieur Moretti », dit la nounou d'une voix ferme et calculée, couvrant les cris de l'enfant, « le problème est évident. L'enfant est gâté et confus. Il y a trop d'interférences émotionnelles de la part du personnel domestique. Regardez qui il cherche. » Léo, se débattant de l'emprise de son père, tendait les bras vers la porte, criant le nom de Sophia. Cet appel à l'aide, au lieu d'émouvoir Alessandro, devint l'arme que la nounou utilisa pour empoisonner l'esprit du père. Mais Alessandro ne savait pas qu'éloigner la seule personne qui aimait vraiment son fils serait la plus grave erreur de sa vie. Alessandro, le cœur brisé et l'esprit embrumé par la manipulation subtile de l'agence, se tourna vers Sophia qui était accourue sur le seuil. Son visage était un masque de déception et de colère mal dirigée. « Sophia, sors !» ordonna-t-il sèchement, levant une main pour l'arrêter. « Elle a raison. Nous l'embrouillons. Léo doit apprendre à accepter l'autorité d'une professionnelle. À partir d'aujourd'hui, je t'interdis d'entrer dans la pièce quand la nounou est là. Tu ne dois pas interférer. C'est pour son bien. » Ces mots frappèrent Sophia comme une gifle en plein visage. Elle était punie pour son amour, éloignée justement quand l'enfant avait le plus besoin d'elle. Les jours suivants, la villa devint une prison silencieuse pour Sophia et une chambre de torture psychologique pour Léo. Enfermés dans la cuisine ou la buanderie,
La gouvernante écoutait la gorge nouée les séances d'adaptation. Les cris de Léo devenaient de plus en plus rauques, se transformant en sanglots de résignation qui étaient encore plus douloureux à entendre. Alessandro, convaincu que c'était la résistance au changement dont parlait le docteur Bianchi, s'enfermait dans son bureau, mettant son casque pour ne pas entendre la douleur de son fils, se fiant aveuglément à une méthode qui détruisait l'âme de l'enfant. La maison, autrefois pleine de rire, avait maintenant l'atmosphère froide d'une clinique. Mais Sofia n'était pas femme à se rendre. Profitant d'un moment où Elena était en pause déjeuner dans le jardin, elle entra furtivement dans la salle de bain des invités que la nounou utilisait. Là, sur le lavabo, elle vit un flacon de gel désinfectant sans étiquette que la jeune fille portait toujours sur elle. Elle en versa une goutte sur son doigt et le sentit. L'odeur la frappa comme un coup de poing. Ce n'était pas de l'alcool. C'était quelque chose de chimique, acide, qui rappelait le formol ou les désinfectants industriels pour instruments chirurgicaux. Ses yeux larmoyèrent immédiatement. « Glutaraldéhyde », murmura-t-elle, se rappelant le nom de cette substance toxique qu'on utilisait pour stériliser les sols de l'hôpital des décennies auparavant. Cette découverte était la clé, mais pour ouvrir la serrure de la vérité, Sofia devait tout risquer. Décidée à aller au fond des choses, Sofia demanda un après-midi de libre, mentant pour la première fois en 20 ans de service. Elle dit à Alessandro qu'elle devait rendre visite à un parent malade. Il consentit distraitement, trop préoccupé par les progrès lents de Léo. Sofia sortit, mais n'alla voir aucun parent. Elle prit le bus et se dirigea vers le quartier élégant où siégeait l'agence Ange Gardien. Elle s'assit dans un petit bar de l'autre côté de la rue, commanda un café qu'elle ne but jamais et attendit. Ses yeux de faucon ne perdirent pas un seul mouvement. Elle vit plusieurs jeunes filles, toutes avec le même uniforme impeccable, entrer et sortir, mais elle remarqua un schéma étrange. Aucune d'elles n'allait vers le métro. Toutes tournaient le coin vers une rue latérale moins fréquentée. Sofia paya l'addition et les suivit, gardant une distance de sécurité, se fondant parmi les passants comme une ombre vengeresse. Les filles entrèrent dans un immeuble anonyme, sans enseigne, aux vitres teintées. Sur la porte, il n'y avait qu'une petite plaque. Centre de bien-être AC. Sofia attendit que l'une des filles sorte et, profitant de la porte qui se refermait lentement, se glissa à l'intérieur. L'air à l'intérieur était irrespirable. Il n'y avait pas de parfum d'huiles essentielles ou de massage relaxant. Il n'y avait que cette odeur terrible, décuplée, qui saturait chaque centimètre de l'espace. On aurait dit un laboratoire clandestin, pas un spa pour nounou d'élite. Elle se cacha derrière un distributeur automatique, tandis que deux femmes en blouse blanche passaient en discutant. La concentration du désinfectant est trop élevée. Certaines filles ont des éruptions cutanées, dit l'une. Peu importe, répondit l'autre, que Sofia reconnut à la voix comme le docteur Bianchi. Elles doivent être stériles. Les clients paient pour la perfection, pas pour des germes. Augmente la dose dans le savon pour le corps. Sofia sentit son sang se glacer dans ses veines. Elles n'étaient pas seulement propres, elles étaient littéralement traitées comme des objets chirurgicaux, désinfectées avec des agents chimiques agressifs pour éliminer toute trace d'humanité biologique. Voilà pourquoi Léo criait. Par son instinct pur, ces femmes n'étaient pas humaines. Elles étaient un danger, toxique ambulant. Sofia réussit à se faufiler vers une salle de service laissée entr'ouverte. Dans une poubelle, elle trouva la preuve définitive, des dizaines de flacons vides d'un puissant stérilisant hospitalier avec le symbole de la tête de mort indiquant un danger toxique. Elle en prit un vide et le cacha dans son sac, avec un paquet de lingettes imbibées qu'elle trouva sur un chariot. Son cœur battait la chamade. Elle tenait l'arme du crime. Mais alors qu'elle sortait de l'immeuble, tremblant de rage et de peur, son téléphone vibra. C'était un message automatique du système de sécurité de la villa. Alarme désactivée. Accès propriétaire. Sofia ne savait pas que pendant qu'elle découvrait la vérité, à la maison la situation précipitait vers un point de non-retour. Elle rentra à la villa le souffle court, trouvant une scène qui lui brisa le cœur. Alessandro était dans son bureau, la tête entre les mains, tandis que le docteur Bianchi, sur haut-parleur, portait son coup final. « Monsieur Moretti, je crains que la situation domestique ne soit insoutenable. Léo a besoin d'une structure résidentielle. Ma clinique partenaire peut l'accueillir ce soir même pour une thérapie intensive loin des influences négatives. » Alessandro semblait vaincu, prêt à signer la condamnation de son fils, juste pour le soigner. Sofia entra dans la pièce,
gardant son manteau et son sac serrés contre sa poitrine. Alessandro leva les yeux, rouge de fatigue et de frustration. « Où étais-tu, Sofia » grogna-t-il, la voix tremblante de colère. « Léo a eu une autre crise, il a vomi de peur, et tu n'étais pas là. Le docteur dit que c'est de notre faute s'il ne va pas mieux. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être qu'il vaut mieux que tu t'en ailles pour quelque temps. Définitivement. » Les mots tombèrent comme des pierres. Sofia était sur le point d'être renvoyée, chassée au moment même où elle avait le salut dans sa poche. La méchante avait presque gagné, convainquant le père que l'amour était le poison et que le poison était le remède. Mais Sofia prit une profonde inspiration, sortit le flacon toxique de son sac et le claqua sur le bureau en acajou avec un bruit sourd. C'était l'heure de vérité. « Avant de me chasser, monsieur, vous devez faire une chose, dit Sofia, la voix ferme malgré les larmes qui menacèrent de couler. Ne me renvoyez pas, annulez l'appel, j'ai découvert le secret. » Alessandro la regarda, confus par son audace. La tension dans la pièce était si dense qu'on pouvait la couper au couteau. La voix de Bianchi au téléphone devint stridente. « Monsieur Moretti, n'écoutez pas les délires d'une domestique ignorante. » Sofia ignora la voix métallique et fixa son patron dans les yeux. « Vous me faites confiance depuis 20 ans, Alessandro. Donnez-moi 2 minutes, juste 2 minutes pour sauver votre fils. Si vous appréciez cette histoire et que vous voulez savoir comment elle va finir, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le grand final. Votre soutien nous aide énormément. Maintenant, continuons avec la vidéo. » Alessandro fixa le flacon en plastique gris que Sofia avait claqué sur le bureau, puis déplaça son regard sur le visage de la femme qui haletait légèrement mais conservait une dignité statuaire. Du haut-parleur du téléphone, la voix perçante du docteur Bianchi continuait de cracher son venin. « Monsieur Moretti, cette femme est hystérique. Renvoyez-la immédiatement si vous voulez sauver votre fils. » Alessandro, d'un geste lent et délibéré, appuya sur la touche « muet ». Le silence tomba sur la pièce, lourd comme du plomb. Sofia ne recula pas. Avec des mains tremblantes mais précises, elle sortit de sa poche 2 autres objets, un vieux pull en cachemire bleu et l'écharpe en soie que la nounou Elena avait oublié la veille. Elle les disposa à côté du flacon toxique comme des pièces à conviction sur un banc de tribunal. « Ne me croyez pas sur parole, monsieur, » dit Sofia, la voix se brisant sous l'émotion. « Utilisez votre instinct, celui que vous utilisez pour signer les traités. Sentez. » Elle poussa le pull bleu vers lui. Alessandro reconnut immédiatement ce vêtement. Il appartenait à sa défunte épouse. Il le porta à son visage, fermant les yeux. Le tissu conservait encore une trace infime, presque fantomatique, de son parfum doux et poudré. Une larme solitaire coula sur sa joue. C'était l'odeur de la maison, l'odeur de l'amour, l'odeur de la sécurité. Son corps se détendit instinctivement. Son rythme cardiaque ralentit. C'était la réaction que tout être humain, surtout un enfant, devrait avoir face à quelqu'un qui prend soin de lui. « Maintenant, ceci », ordonna Sofia en lui tendant l'écharpe de la nounou. Alessandro la prit. Elle semblait propre, douce, mais dès qu'il l'approcha de son nez, son corps réagit avant son esprit. Une grimace de dégoût tordit son visage. Sous la façade florale du parfum commercial, il y avait cette odeur métallique, froide, piquante. Ce n'était pas de la saleté. C'était l'absence totale de vie. C'était une odeur stérile qui irritait les muqueuses, une odeur que son cerveau associait inconsciemment aux couloirs d'hôpitaux et aux salles d'opération. Alessandro sentit un nœud à l'estomac, une nausée soudaine qu'il ne parvenait pas à expliquer rationnellement, mais que son corps rejetait violemment. Et enfin, la source, conclut Sofia en dévissant le bouchon du flacon volé à la clinique. L'odeur qui s'en échappa fut un coup de poing en plein visage. C'était concentré, violent, chimique. C'était exactement la même odeur que l'écharpe, mais élevée à la puissance 1000. Alessandro toussa, éloignant le flacon. La connexion se fit dans son esprit comme un interrupteur électrique. Il n'y avait aucun doute, c'était la même substance. Les nounous parfaites étaient imprégnées de ce poison. « C'est du glutaraldéhyde », expliqua Sofia. « On l'utilisait pour stériliser les instruments chirurgicaux il y a des années. C'est toxique, irritant. Léo n'est pas fou, Alessandro. Léo a le flair d'un animal traqué. Il sentait l'odeur du danger chimique sur elle et essayait de se sauver. » La réalisation frappa Alessandro avec la force d'un train lancé à pleine vitesse. Tous les cris, les griffures, le vomi de Léo, ce n'étaient pas des caprices. L'enfant se défendait contre une agression sensorielle.
Il se grattait pour enlever la puanteur toxique qui restait sur lui après chaque contact. Et lui, le père qui devait le protéger, l'avait forcé dans les bras de ses statues stérilisées, le punissant pour son instinct de survie. La honte se transforma en une colère glaciale et calculatrice. Alessandro n'était plus le père désespéré, il était redevenu le diplomate impitoyable qui détruisait ses adversaires à la table des négociations. Mais cette fois, il n'y aurait aucune diplomatie. Alessandro réactiva le micro du téléphone. Sa voix était basse, terrible, dénuée de toute inflexion émotionnelle. « Docteur, Bianchi, dit-il, interrompant le monologue de la femme, j'ai ici devant moi un flacon de votre traitement de beauté, glutaraldéhyde, si je ne m'abuse, et j'ai un témoin qui vient de sortir de votre laboratoire clandestin. » Il y eut un silence de mort à l'autre bout de la ligne. On n'entendait que la respiration haletante de la directrice. « N'essayez pas de fuir, » continua Alessandro. « J'ai déjà envoyé la localisation de votre spa au commandant des carabiniers, qui est un de mes chers amis. Ils arrivent. Vous n'avez pas créé des anges, Bianchi. Vous avez créé des monstres stériles. » Il raccrocha sans attendre de réponse et composa immédiatement le numéro des autorités. Tandis qu'il parlait, fournissant des détails précis et ordonnant une intervention immédiate pour risques sanitaires publics et maltraitance sur mineurs, Sofia se laissa tomber sur une chaise, les jambes flageolantes sous le coup du relâchement de la tension. Alessandro la regarda, tout en donnant des ordres au téléphone, et pour la première fois il vit non pas la domestique qui lavait les sols, mais la guerrière qui avait sauvé sa famille. Il avait cherché la solution en payant des milliers d'euros à une agence d'élite, alors que la vérité et le salut avaient toujours été là, dans la cuisine, avec un tablier taché de farine. L'intervention de la police fut rapide et dévastatrice. Les sirènes encerclèrent le bâtiment anonyme du centre de bien-être moins de 20 minutes plus tard. Les images qui suivirent, diffusées ensuite par les journaux télévisés locaux, montrèrent les agents emportant des cartons de produits chimiques non réglementés. Le docteur Bianchi fut traîné dehors menotté, hurlant qu'elle ne voulait que la perfection, que les enfants avaient besoin d'une hygiène absolue, que le monde était sale. Son délire hygiéniste fut démasqué devant tout Rome. Les enquêtes révélèrent plus tard que beaucoup de nounous avaient développé des dermatites chroniques et des problèmes respiratoires à cause de ce traitement fou, victimes elles aussi d'un système inhumain. Alessandro n'attendit pas de voir l'arrestation à la télé. Il courut à l'étage, vers la chambre de Léo. Il trouva l'enfant recroquevillé dans un coin du lit, tremblant encore de l'écho des cris précédents. Le cœur d'Alessandro se brisa en 1000 morceaux. Il s'approcha lentement, mais cette fois, il n'essaya pas de le toucher tout de suite. Il s'arrêta sur le seuil. « Léo, » murmura-t-il, « c'est fini. Les dames, qui putes ne reviendront plus. Plus jamais. » L'enfant leva la tête, les yeux grands et humides. Il renifla l'air. Il sentit l'odeur de son père, mêlée à celle du vieux pull de sa maman qu'Alessandro tenait encore à la main. Et puis, derrière lui, il vit Sofia. « Cette histoire vous plaît? Votre j'aime nous aide beaucoup à continuer. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le dénouement. Maintenant, continuons avec la vidéo. » Léo descendit du lit, incertain. Il regarda son père, puis il regarda Sofia. La gouvernante sourit, un sourire fatigué mais plein d'un amour infini. « Viens ici, mon amour, » dit-elle en ouvrant les bras. Léo n'hésita pas. Il courut vers elle et se réfugia dans cette étreinte qui sentait le plat mijoté, le savon bon marché et l'humanité. Alessandro se joignit à eux, les serrant tous les deux. Pour la première fois depuis des mois, Léo ne se gratta pas, il ne cria pas. Il respira profondément, remplissant ses poumons de l'odeur de la famille, la vraie, l'imparfaite, celle qui n'a pas besoin d'être stérilisée pour être pure. Dans ce moment de catharsis, alors qu'il serrait fort son fils et la femme qu'il avait sauvée, Alessandro prit une décision irrévocable. « Sofia, » dit-il, la voix brisée par les pleurs, « je t'en prie, pardonne-moi. J'ai été aveugle et idiot. Je ne veux plus voir une autre nounou dans cette maison. Aucune agence, aucun titre, aucun diplôme. Je te veux, toi. Je veux que tu sois sa nounou, son guide, sa grand-mère, tout ce que tu voudras être. Je triplerai ton salaire, je te donnerai tout ce que tu demanderas. Mais je t'en prie, ne nous quitte pas. » Sofia caressa les cheveux en sueur de Léo et regarda son patron dans les yeux. Il n'y avait pas de triomphe dans son regard, seulement une profonde compassion. « Monsieur Alessandro, » répondit-elle doucement, brisant la dernière barrière formelle, « l'argent ne sert à rien s'il n'y a pas de cœur. Je reste.
pas pour l'argent, mais parce que cet enfant est aussi un peu le mien, et parce que quelqu'un doit bien lui apprendre que le monde ne sent pas le désinfectant, mais la vie. Ce soir-là, la villa de Rome cessa d'être un lieu de terreur. Les fenêtres furent ouvertes pour laisser sortir l'odeur stagnante des produits chimiques et laisser entrer l'air frais du soir, avec ses parfums de jasmin et de trafic urbain. Alessandro commanda des pizzas pour tout le monde, mangeant dans la cuisine avec les doigts, assis à côté de Sofia et de Léo. L'enfant rit pour la première fois depuis des mois, se barbouillant le visage de sauce tomate. Alessandro le regarda et comprit que cette tache rouge sur la joue de son fils était la chose la plus belle et la plus propre qu'il ait jamais vue. La perfection était surévaluée. Le bonheur, en revanche, était désordonné et parfumé de réalité. Alors que Léo s'endormait sereinement dans les bras de Sofia, sans cauchemar et sans démangeaison fantôme, Alessandro regarda par la fenêtre. La justice. L'égal suivrait son cours contre l'agence, les procès seraient longs et bruyants. Mais la vraie justice avait déjà été rendue dans cette pièce. Le monstre avait été vaincu non par la force brute, mais par un simple acte d'attention. Mais l'histoire ne finit pas ici, car les blessures de l'âme demandent du temps pour guérir, et parfois, descendre d'une grande douleur peut naître un amour inattendu. 6 mois après cette nuit orageuse, la villa de Rome était méconnaissable. Il n'y avait plus les silences pesants ou l'ordre maniaque qui faisait ressembler la maison à une clinique suisse. Désormais, le jardin résonnait des rires cristallins de Léo, qui courait entre les parterres en poursuivant un chien errant qu'ils avaient adopté sur l'insistance de Sofia. L'enfant était couvert de boue, les genoux écorchés et les cheveux en bataille, mais il n'avait jamais été aussi beau. La peur qui avait obscurci son regard s'était évanouie, remplacée par une curiosité vorace pour le monde. Léo ne fuyait plus. Il explorait, touchait, vivait. Et de temps en temps, il s'arrêtait pour renifler une fleur ou l'herbe coupée, utilisant encore son super pouvoir, mais maintenant pour chercher la beauté, pas le danger. Alessandro observait la scène depuis la véranda, une tasse de café à la main et la cravate enfin desserrée. Le diplomate rigide et formel avait laissé place à un père présent, capable de sourire des petites choses. Les enquêtes sur Ange Gardien avaient mené à la fermeture définitive de l'agence et à de lourdes condamnations pour le docteur Bianchi, mais pour Alessandro, c'était déjà de l'histoire ancienne. Sa vraie victoire était là devant lui, voir son fils interagir avec le monde sans terreur. Il avait appris la leçon la plus dure de sa vie. La sécurité ne s'achète pas avec des contrats blindés, mais se construit avec la confiance et l'affection sincère. Cet après-midi-là arriva Giulia, une cousine d'Alessandro qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. C'était le test ultime, le moment qu'Alessandro redoutait secrètement. Giulia était une femme exubérante, parfumée et bruyante. Quand elle descendit de voiture et vit Léo, elle écarta les bras pour l'étouffer dans une étreinte. Alessandro fit mine d'intervenir, le vieil instinct protecteur refaisant surface, mais Sofia, qui étendait le linge un peu plus loin, lui fit un signe rassurant de la tête. « Laisse-le faire », semblait-elle dire avec les yeux. Alessandro se figea, le souffle coupé, attendant le cri qui pendant des mois avait été la bande-son de leur vie. Léo s'arrêta devant sa cousine. Il ne recula pas. Au lieu de cela, il fit ce geste caractéristique. Il se pencha légèrement en avant et renifla l'air autour d'elle. Giulia portait un parfum doux, mais en dessous il y avait l'odeur de sa peau, du voyage en train, de la vie réelle. Il n'y avait pas de traces de chimie stérile. Léo sourit, un sourire qui illumina son visage comme un soleil soudain, et se jeta dans les bras de la femme. « Salut, Tata !» s'exclama-t-il. Alessandro sentit un poids énorme glisser de ses épaules. Le traumatisme était guéri. Le radar de Léo ne signalait plus d'ennemis, car sa maison était enfin sûre, libérée des monstres déguisés en anges. Plus tard, alors que le soleil se couchait en teignant de rouge les pins maritimes de Rome, Alessandro trouva Sofia dans la cuisine. Elle préparait le dîner, chantonnant une vieille chanson populaire. Il la regarda avec des yeux nouveaux, non plus comme la domestique fidèle, mais comme la femme qui avait sauvé sa famille du gouffre. Il s'approcha et prit délicatement une de ses mains, cette main rugueuse qui avait défié la science et la logique par amour pour un enfant qui n'était pas le sien. « Sofia », dit-il, la voix basse et intense, « je ne sais pas comment te remercier. Tu as redonné la vie à cette maison, et peut-être que tu me l'as redonnée à moi aussi. » Sofia rougit légèrement, détournant le regard un instant, flattée et émue. « J'ai seulement fait ce que mon cœur me dictait, Alessandro.
répondit-elle, l'appelant par son prénom pour la première fois, sans le monsieur devant. Il y avait une nouvelle intimité entre eux, née dans les tranchées de cette bataille silencieuse. Alessandro ne lâcha pas sa main. Il la serra un peu plus fort, un geste qui promettait un avenir différent, où les barrières sociales ne comptaient plus. À ce moment-là, entre l'odeur de la sauce au basilic et la lumière dorée du crépuscule, naquit quelque chose de plus profond que la gratitude. Peut-être était-ce le début d'un amour mûr, construit sur le roc solide de la vérité partagée. L'histoire de Léo nous enseigne que l'instinct des enfants est sacré et que la perfection artificielle ne pourra jamais remplacer la chaleur humaine. Parfois, nous cherchons des réponses compliquées et coûteuses, alors que la vérité est simple et se trouve juste sous notre nez. Alessandro et Sofia, avec le petit Léo, formèrent une nouvelle famille. Imparfaite, bruyante mais authentique. Et alors qu'ils étaient assis à table ce soir-là, riant et plaisantant, la seule odeur qui remplissait la pièce était celle de l'amour. Et ça, heureusement, c'est un parfum qu'aucune substance chimique ne pourra jamais imiter. À votre avis, Alessandro mérite-t-il d'être complètement pardonné pour ne pas avoir cru tout de suite Sofia, ou son aveuglement de père a-t-il été trop grave? Écrivez votre opinion dans les commentaires. Je suis curieux de lire le débat. Si cette histoire vous a ému et que vous croyez que l'amour vrai gagne toujours sur tout, laissez un like maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires où la justice triomphe. Commentez avec la phrase « La vérité gagne » si vous êtes heureux pour le petit Léo. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine histoire.